Donc, je vais te reposer la question. Qu'est-ce qu'à la CGT chômeur précaire vous entendez vraiment par privé d'emploi? Bah, et par privé d'emploi, c'est tous ceux qui sont privés d'emploi par le capital. Donc, on a les travailleurs qui sont sous ARE, l'allocation retour à l'emploi, ceux qui sont au RSA, tous ceux qui auraient le droit d'être à l'ARE, donc chômage, ou au RSA et qui ne le sont pas, mais aussi les travailleurs en situation de handicap qui, pour beaucoup, se retrouvent en situation de handicap par le travail qui les a brisés, et aussi tous ceux que le capital exclut, notamment des fois on a des personnes par la discrimination qui se retrouvent privées d'emploi par le capital, par la discrimination et toute autre chose. Donc en fait on accueille tous ces travailleurs-là qui sont souvent sans emploi réel salarié, qui militent donc au sein de notre organisation, la CGT. Donc pour toi, même privé d'emploi, c'est-à-dire même chômeur ou RSA, l'allocation adulte handicapé, etc., tu considères que ce sont des travailleurs? Bien sûr, bien sûr, tous ces gens-là sont des travailleurs qui sont privés momentanément d'un emploi ou à le plus long terme, mais ce sont des travailleurs qui fabriquent qui travaillent à longueur de journée, rechercher un emploi et tout ça, c'est quand même toujours un travail, c'est quelque chose qui est réel. Et donc, oui, ce sont des travailleurs. Et puis, c'est l'armée de réserve du capital, comme disait Marx, et cette armée de réserve, c'est bien des travailleurs, parce que le but, c'est que le capital s'en serve quand il en aura besoin, soit pour les envoyer en char à patron ou en char à canon. Oui, c'est ça, enfin, c'est ce côté armée de réserve, voilà, que je voulais commencer un peu à définir avec toi au début. Mmh. J'ai appelé cette émission le chômage d'importance capitale sans E à la fin. Mmh. J'adore les jeux de mots. Euh, parce que justement, peut-être pour expliquer un peu ce côté armée de réserve, c'est-à-dire que quand tu es au chômage, c'est pas juste une période transitoire qui se fait au détriment du système capitaliste, c'est vraiment une stratégie qui sert le capital d'être au chômage. C'est-à-dire que quand on va attaquer les chômeurs en disant que en quelque sorte, c'est ce qui permet, enfin, c'est une épine dans le pied du marché du travail. Non, au contraire, c'est quelque chose qui est tout à fait dans les règles, quoi. C'est exactement ça, oui, oui, bien sûr. Enfin, aujourd'hui, on a 7,3 millions de travailleurs inscrits à France Travail, toutes catégories confondues, que l'on prenne les travailleurs au RSA qui sont rentrés depuis la loi plein emploi. Bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure dans France Travail avec obligation de s'inscrire, jusqu'aux travailleurs en ARE, en passant par les travailleurs en formation et les travailleurs qui font juste quelques heures par mois. 7,3 millions de travailleurs, c'est la manne que peut avoir le patronat s'ils ont besoin à tout moment de mettre la pression aux autres travailleurs qui sont eux en emploi, sont eux en emploi salarié. En fait, cette armée de réserve, elle sert fortement au patronat parce que, par exemple, la première pression que l'on a dans une entreprise quand on est salarié, c'est qu'on nous dit, mais dès comme toi, j'en ai des centaines à la porte qui attendent juste de travailler. Et ça, par exemple, c'est une vérité du patronat parce que eux, ils arrivent à accumuler des centaines et des centaines de CV par les obligations posées par France Travail. Et donc, derrière, ils peuvent dire à n'importe quel travailleur, j'ai pas besoin de toi. Si tu as un problème avec moi, casse-toi, c'est pas mon problème. Par contre, comme toi, j'en trouverai à tout moment. Un mec qui a des bras et des jambes qui me servira de force de travail, j'en trouverai à tout moment. Et donc, ça rejoint un peu ce que je veux dire par la suite, une question de l'écho du bitume sur le chat qui dit, vu que le nombre d'emplois disponibles est faible, environ 700 000 par an, tu pourras confirmer le chiffre, il y aura toujours des chômeurs. Donc, quand le gouvernement dit que tout le monde doit bosser, le gouvernement ne se faut-il pas de la gueule des gens? C'est-à-dire que cette idée du plein emploi, c'est un leurre, en fait. Ben, cette idée du plein emploi, au-delà d'être un leurre, enfin, je pense qu'aujourd'hui, soyons clairs, ce mois-ci, il y a 7,3 millions d'inscrits, 2,4 millions d'offres d'emploi. Enfin, faisons le calcul rapidement, ça fait un peu moins d'une offre d'emploi pour 3 chômeurs. Enfin, comment c'est possible qu'on arrive à en faire ça? Et en plus, enfin, sur les 2,4 millions d'offres d'offres d'emploi, nous, par exemple, là, cette semaine,
on a fait les études des offres illégales et on a démontré par une étude que l'on fait chaque année que 67% des offres que nous avons étudiées sont illégales aux yeux de la loi. Donc, par exemple, bien sûr que et ces offres-là, c'est celles que le patronat pose pour avoir des CV à l'appel et pour réussir à garder un nombre maximum de CV dans leurs bras pour pouvoir mettre la pression. Hum. Et donc avec ça, donc enfin, malgré ou avec ce système que tu décris, non seulement il y a de plus en plus de chômeurs, en tout cas, enfin, si on regarde les derniers chiffres, le nombre de chômeurs en catégorie A, donc sans activité, a augmenté de 1,8% en juillet 2025. Le nombre de chômeurs augmente, le nombre d'offres d'emploi disponibles reste toujours beaucoup plus faible que le nombre de chômeurs. Ouais. Et malgré ça ou avec ça, le gouvernement continue de s'attaquer à l'assurance chômage. Il y a une succession de réformes de l'assurance chômage depuis des années et des années. Là, je lisais dans la presse ce matin, enfin ça date d'il y a quelques jours, mais en faisant un peu des recherches, il y a le gouvernement dit qu'il veut atteindre entre 2 milliards et 2,5 milliards d'euros d'économies par an de 2026 à 2029 sur l'assurance chômage. Comment ça se fait que cette assurance chômage elle soit autant attaquée? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur voilà, les dernières attaques importantes de cette assurance chômage? Bah, déjà depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, mais c'est une continuité de ministre en ministre, c'est qu'aujourd'hui, on s'attaque à l'assurance chômage, et l'assurance chômage, c'est la proie facile des gouvernements. C'est celle où on a du mal à mettre les travailleurs en lutte face à ces réformes, et du coup, les réformes, ils sont allés réellement, violemment, au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a eu donc le décret que veut passer le gouvernement Bayrou aujourd'hui. C'est le 5e décret, enfin la cinquième réforme de l'assurance chômage. Alors c'est pas totalement une réforme, c'est un décret qui va dans les autres, en plus des autres réformes. Ça serait la 5e. Et en fait, c'est la 5e attaque que vont subir les privés d'emploi, et même la 6e, si on compte celle du gouvernement Attal, juste avant qu'il se fasse virer Manu Militari du gouvernement. Et en fait, l'attaque portée par Attal, elle n'est pas passée parce qu'il y a eu des législatives anticipées et que certains groupes politiques ont porté la question de cette réforme-là directement dans les élections, et que ça a porté son fruit et qu'il a fait demi-tour. Sur les réformes qui sont passées, la plus grosse des réformes, c'est la loi plein emploi. La loi plein emploi, c'est bon, le nom est magnifique. Je pense qu'on est tous d'accord. On serait tous fiers d'avoir le plein emploi en France. Mais la problématique de cette loi, c'est qu'elle n'est pas faite pour avoir le plein emploi. Elle est faite pour ne plus avoir de privé d'emploi à France Travail. C'est pas la même chose. Le but, c'est de radier en masse pour faire baisser les chiffres de France Travail. Donc, ces chiffres du chômage que tu donnais, leur but réel, c'est de les faire exploser pour arriver à 5%, 5,5% à l'horizon 2027. Ça, c'est le but réel. Comment ils le mettent en place? Premièrement, c'est l'arrivée de l'outil France Travail partout, et une destruction d'une partie du service public de l'emploi, mais on nous le vend super bien en nous disant « mais vous allez voir, France Travail, ça va être l'outil unique, un peu comme la MDPH l'est sur le handicap, vous allez voir, le France Travail, ça va être l'outil unique, et ça va prendre donc l'ex-Pôle emploi, les missions locales et une partie de Cap Emploi qui s'occupe des personnes en situation de handicap pour les ramener dans l'emploi. » Alors là, je crois qu'on t'entend, on te voit, donc ça a l'air d'être mieux. Enfin, excuse-moi, hein, là, ça a l'air d'être un peu Ça s'est mieux. arrêté où? Ça s'est arrêté au moment où tu parlais de France Travail. Enfin, tu avais parlé de Cap Emploi et après tu avais commencé à dérouler sur voilà, la violence de France Travail, la création de France Travail, Ok. etc. Si tu peux reprendre un peu là-dessus. Ok, donc apparemment, Yes. c'était chez moi, on t'entend, là maintenant c'est bon, on te voit. Vas-y. Tu peux recommencer. Bah, du coup, France Travail, c'est donc ces deux entreprises, c'est la reprise de Cap Emploi et des missions locales. Mais France Travail, dans la loi, de la façon dont il est pondu, c'est un outil
presque j'utiliserais le mot de barbarie contre les travailleurs privés d'emploi inscrits à France Travail. C'est l'obligation des 15 heures d'activité pour l'ensemble des travailleurs privés d'emploi inscrits à France Travail, qu'ils soient au RSA ou qu'ils touchent la RE. C'est une obligation de suivi particulier avec la signature d'un contrat d'engagement non réciproque. Donc il n'y a aucune réciprocité de France Travail. C'est la mise en place de 900 postes supplémentaires dans les agences de contrôle de la recherche d'emploi. Et ces 900 postes supplémentaires, on en a pris 300 qu'on a embauchés et 600 qu'on a débauchés du poste de conseiller. Donc ça veut dire qu'on a moins de conseillers dans les agences. La dernière chose qui se met en place, c'est une politique de radiation plus répressive et donc un suivi fort des 15 heures d'activité dont j'ai parlé et des obligations des travailleurs privés d'emploi, et d'où les 900 postes supplémentaires au creux. C'est surtout le suivi de la recherche d'emploi, et on va imposer plus de 1 million de contrôles par an, alors qu'aujourd'hui on est déjà au million. Les chiffres du gouvernement nous disent qu'ils vont imposer le million, mais nous on pense que ça va monter bien plus haut, parce que franchement les contrôles ils sont très bâclés aujourd'hui, et que ça donne quand même quelque chose de très violent, parce que ça sanctionne très vite, et même si vous avez des preuves, des fois ça sanctionne. Bon, j'y reviendrai un peu plus en détail, je pense qu'on aura Ouais, t'inquiète pas, on aura le temps. on discute un peu plus de chaque truc, mais voilà. On aura Donc le temps de France revenir sur Travail, tout, c'est t'inquiète. ça. Et la loi plein emploi, c'est à peu près ça. Et entre-temps, depuis 2019, donc il y a eu déjà une première modification sur le temps obligatoire de travail avant d'avoir droit à ouvrir ses droits. Et donc, en fait, c'était déjà passé de 6 mois sur 24 mois à 8 mois sur 24 mois. Et ça fait partie des nouvelles réformes du gouvernement aujourd'hui. Ça fait partie donc des nouvelles réformes du gouvernement aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant des nouvelles réformes. On va en parler un peu après. On va en parler un Ok. peu après. Juste, je me permets, on en reparlera un peu de tout ça plus en détail après, évidemment. Yes. Moi, juste, ça me fait, enfin, ce que tu disais depuis tout à l'heure, ça me fait penser quand même tu vois, le nouveau terme un peu de la Macronie qui est à la mode là, depuis des années, c'est de parler de simplification. C'est comme ça qu'on a vendu aussi la fusion, notamment Pôle Emploi, Cap Emploi, etc. Et de ce que tu décris, enfin, tu le décris très bien, ça simplifie absolument rien. C'est qu'au contraire, ça complifie encore Mm. plus la vie des privés d'emploi. Moi, je voulais juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, et ça a un peu fait réagir sur le chat, quand tu as dit on aimerait tous avoir le plein emploi. Mm. En quoi la CGT chômage précaire aujourd'hui, elle va défendre le plein emploi alors que ce qu'on connaît du plein emploi, c'est quand même une notion qui est plutôt défendue par les capitalistes. Est-ce que la CGT revendique quelque chose de similaire? Alors, j'imagine que non, mais est-ce que vous revendiquez quelque chose de similaire à la CGT, ou est-ce que pour vous le plein emploi ça veut dire autre chose? Est-ce que tu penses que c'est possible d'envisager une société où tout le monde travaille? Alors, je ne sais pas si c'est possible d'envisager une société où tout le monde travaille, parce que je ne pense pas que ce soit possible réellement. Mais nous, quand on parle qu'on veut un plein emploi, c'est pas forcément le mot qu'utilisent les capitalistes. C'est pas qu'on veut tout le monde travaille forcément, mais par contre, on veut que les gens puissent travailler avec des droits et avoir des droits tout court, hein, déjà, mais du travail avec des droits et du droit au travail. Nous, c'est comme ça qu'on voit, c'est notre grand credo. Et en fait, le plein emploi, ça peut pas être forcément pour toute la population, parce que bon, je vais pas rentrer dans la théorie plus longue, mais c'est une complexité. Oui, on aura peut-être toujours du chômage, mais il y a des possibilités pour améliorer les choses qui sont faites aujourd'hui. Et nous, on se bat pour ça, et notamment sur des possibilités de financer autrement les choses. Enfin voilà, je pense que voilà, il y a plein d'idées qui peuvent naître. Oui, le plein emploi, on l'aimerait, mais pas forcément comme le veulent les capitalistes et comme le veulent le patronat et beaucoup la droite. Et comme le voient surtout ces gens-là, nous, on voudrait un plein emploi déjà pour chaque travailleur, ça serait pas mal. Donc en fait, quand tu parles de plein emploi, ce que tu dis, c'est pas tant
un plein emploi qu'un emploi plein, quoi. C'est-à-dire que dès que tu travailles, oui, effectivement, c'est avec tous les droits nécessaires, c'est avec un salaire décent, etc. J'imagine que c'est plutôt ça qui est défendu. Alors, après, la Exactement. terminologie plein emploi, du coup, elle interroge, mais oui, c'est vrai que on reparlera peut-être tout à l'heure, notamment des personnes handicapées, dont je fais partie par ailleurs, Mm. où l'accès à l'emploi est quand même extrêmement compliqué parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où ce qu'on appelle l'emploi, ce qu'on appelle le travail, c'est quand même des postes très spécifiques qui sont souvent... En fait, on pense d'abord le poste et ensuite le travailleur ou la travailleuse avant de penser l'adaptation, tu vois. Est-ce que ça c'est quelque En chose fait, que on la adapte le CGT revendique? travailleur au poste de travail que le patron a déjà façonné. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ce serait peut-être à penser, je ne sais pas si la CGT le pense, d'envisager aussi un modèle où c'est aux travailleurs, à la travailleuse de pouvoir au moins participer en quelque sorte à l'élaboration au fait de penser son propre poste avec ses besoins. Tu vois, c'est aussi de revoir totalement la manière de penser le travail. Est-ce que c'est un chantier que la CGT chômeurs précaires essaie d'entamer? Alors bon, c'est un projet un peu long terme, tu vois, mais est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Ouais, de toute façon, le but, c'est de regagner la capacité des travailleurs et travailleuses à être décisionnaires dans leur entreprise. Et donc, ça en fait partie. Si aujourd'hui, la problématique qu'il y a, qu'on ne façonne pas l'emploi aux travailleurs, mais bien le contraire, c'est que le travailleur n'a pas son mot à dire. Et donc, nous, on se bat pour que tous les travailleurs aient leur mot à dire sur leur poste de travail, sur le fonctionnement de leur entreprise, par exemple sur le fonctionnement budgétaire et sur le fonctionnement des embauches. C'est le but qu'on veut aussi, c'est que chaque travailleur puisse prendre des décisions dans son entreprise. Donc, prendre des décisions sur son emploi, déjà, serait la première des choses qu'on veut se battre pour trouver. Oui, tout à fait. De toute manière, c'est le truc un peu classique d'à la fois essayer d'obtenir des choses, des petites choses concrètes et d'essayer d'aller plus loin Mm. derrière, d'aller plus loin après, je veux dire. Mais au moins, ça permet de poser un peu aussi les choses. Il y a Eratos qui posait une question un peu plus technique tout à l'heure, mais qui rejoint ce que tu disais, donc je me permets de la poser, qui demande comment sont encadrées ces fameuses 15 heures d'activité obligatoire, qu'est-ce qu'on peut refuser, qu'est-ce qu'on doit accepter. Tu parlais tout à l'heure de contrat un peu à sens unique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, comment c'est appliqué, même si c'est assez neuf, comment c'est appliqué ces 15 heures? Alors, la problématique de la loi plein emploi, et je dis bien que c'est une problématique, c'est que elle laisse à tous les départements et donc chaque direction territoriale de France Travail, voire même chaque direction d'agence, la possibilité de gérer ces 15 heures d'activité. Donc ça fait très bizarre quand je dis ça, mais c'est la possibilité de cette loi-là. C'est-à-dire que selon ton agence ou selon ton département, en général, c'est plus départemental que par agence, mais il y en a où c'est par agence, tu n'auras pas les mêmes choses qui rentreront dans tes 15 heures. Parce que pour l'instant, c'est très ouvert. La seule chose qu'on a qui est très précise, c'est le décret sanction qui est tombé. Ce décret sanction, il est paru au 1er avril. Ce décret sanction, il est La date vraiment n'est pas choisie au atroce. hasard, hein. Hein. Non, je disais la date n'est pas choisie au hasard. Pardon, tu peux revenir Non, sur le pas du tout. décret. Non, pas du tout, en effet. Du coup, ce décret-là, nous, on a déjà, avec beaucoup d'organisations et d'associations, nous avons décidé de l'attaquer au Conseil constitutionnel parce que il y a plein de choses dedans qui ne sont pas légales à nos yeux, notamment, en fait, deux privés d'emploi qui sont dans la même agence, par la même conseillère, peuvent avoir une sanction qui est différente parce que c'est selon le choix de la conseillère ou du conseiller. Donc déjà, ça, c'est honteux. La deuxième chose sur ces 15 heures d'activité, c'est qu'il y a, donc on sait déjà qu'il y a du bénévolat qui rentre dedans, mais pas tout le bénévolat, mais ça encore, ça dépend des départements. Le plus important, c'est le contrat d'engagement que vous allez signer quand vous arrivez à France Travail. Ce contrat d'engagement, il est très important parce que c'est celui qui va gérer toute votre période à France Travail et toutes vos périodes suivantes.
Parce qu'en fait, si vous avez signé votre contrat d'engagement, pour le modifier, si vous retombez au chômage après une période de travail, il faudra redemander à le modifier. Ça sera plus automatique comme l'étaient fait les PPAE. Projet personnalisé, projet personnalisé d'aide à l'emploi. Ouais, d'aide à l'emploi, c'est ça, ouais. J'allais te demander ce que c'était. Et donc, ces contrats d'engagement, dans la première loi qui avait écrite, ils devaient être réciproques. C'est pour ça que j'ai insisté quand je l'ai présenté sur le non-réciprocité de France Travail. Ce qui change dans France Travail et ce contrat d'engagement, c'est que France Travail n'a aucun engagement envers vous. Par contre, vous avez un engagement total envers France Travail à faire tout ce qu'ils vous demandent et tout ce qu'ils mettront dans votre dossier personnalisé. Et c'est là que les 15 heures d'activité tombent. Et ces 15 heures d'activité, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que selon votre conseiller et selon le département où vous êtes, ça peut être juste de la recherche d'emploi. On vous laisse 15 heures de recherche d'emploi par semaine, ça suffit. Et en sachant que c'est 15 heures minimum par semaine qui a été voté dans la loi. Pour l'instant, dans les applications qu'il y a, on n'a pas vu trop de dérives à plus de 15 heures. Bon, il y en a eu quelques-unes, mais bon, il y en a pas, enfin, c'est pas masse. Mais donc, vous avez ces 15 heures par semaine qui sont soit de la recherche d'emploi, soit de l'écriture de lettres pour amener à des employeurs, soit de la prospection pour amener à un employeur, soit vous allez dans des forums pour l'emploi, soit vous faites du bénévolat. Il y a plein de choses qui rentrent dedans, mais tout dépendra de votre département. Donc ça, c'est assez problématique. Et donc, quand vous rentrez votre contrat d'engagement, pensez bien à demander à votre conseillère qu'est-ce qui rentre dans les 15 heures d'activité. Et si vous êtes dans une association, alors par exemple, le syndicalisme, ça marche pas dans les 15 heures d'activité. Malheureusement. Voilà. Alors On a que demandé 20 fois, 30 fois, mais ça ne marche pas. c'est une vraie activité en faveur de l'emploi d'une certaine manière aussi, hein. Ça pourrait Oui, rentrer dans les 15 mais heures. ils ne veulent pas le prendre en compte. On se demande pourquoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est les 15 heures d'activité. Et juste un petit tips. En ce moment, la signature électronique n'est toujours pas arrivée à France Travail. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous allez arriver à la fin de votre contrat d'engagement, que votre conseillère va le remplir, elle va vous dire est-ce que ça vous va? Elle va appuyer sur valider, ça sera considéré comme signé. Ça, c'est pas légal. Il y a obligation d'avoir une signature. Et du coup, quand ça arrive, faut faire quoi? Bah, si le contrat d'engagement vous convient, bah, on fait rien parce que sinon vous allez tomber sur une autre conseillère qui va moins bien le faire. Mais sinon, si ça vous arrive, vous nous contactez et nous, on vous aide à les faire casser parce qu'il faut donner des textes de loi et faire un courrier particulier pour les démonter. Ok. Tout à l'heure, tu disais un truc qui était. D'ailleurs, merci pour ce petit tips, c'est hyper intéressant. Alors, attends, j'ai un bug de ma caméra, je vais juste prendre quelques secondes pour le régler. Tout à l'heure, tu disais un truc intéressant et qui pour moi est assez primordial dans cette nouvelle réforme, c'est que attends 2 secondes, hein, excuse-moi, je vais régler mon problème de caméra et en même temps j'ai mon chat qui veut pas que je fasse l'interview, pardon. Euh, Excuse-moi. Oui, du coup, je disais, il y a un truc que tu dis qui était hyper important, c'est que cette réforme-là, elle a comme spécificité que ça dépend vraiment des départements. Donc ça dépend aussi beaucoup des moyens qui sont alloués au département. C'est un peu freestyle, quoi. Est-ce que tu peux préciser par rapport à ça? Alors, ça dépend des départements, mais pas forcément. Alors, ce qui dépend des départements, c'est toute la partie RSA. Ça dépend directement des départements. Sauf que certains conseils départementaux ont décidé de tout donner à France Travail pour qu'ils fassent le taf. Donc là, personne n'est impacté par les budgets du département, du conseil général. Normalement, votre RSA doit vous être versé, même si votre conseil départemental n'a plus d'argent. Ça, c'est quelque chose qu'ils vous doivent. Si vous êtes dans les règles, ils vous doivent votre RSA. C'est logique, ils doivent vous le payer. Si vous avez fait votre demande sur les 3 mois, pendant 3 mois, ils doivent vous les payer.
Par contre, quand je parle de ça s'agit de départements, c'est France Travail, il est régi nationalement, régionalement, et après par territoire et par agence. Et quand je parlais départementalement, c'était par territoire de France Travail. C'était pas forcément par les départements. Ok, mais du coup, est-ce que ça... Enfin, j'imagine que ça pose des problèmes particuliers, le fait que comme ce soit très départementalisé, que ça change en fonction des agences de l'emploi, des départements, à la CGT, comment vous arrivez nationalement à gérer des cas qui changent beaucoup d'une agence à une autre, d'un département à un autre? Comment ouais, vous arrivez à agir dessus? C'est-à-dire que il n'y a que le décret sanction qui est sorti, c'est-à-dire qu'en fait on demande à faire appliquer une loi, donc il y a la moitié des éléments qui sont sortis, c'est un peu flou, ça change beaucoup des agences, beaucoup des départements. Comment, ouais, concrètement agir dessus alors que ça a l'air, en tout cas de la manière dont tu le décris, ça a l'air d'être le flou total, quoi. C'est le flou total. Alors nous, on arrive à agir dessus parce qu'on a des camarades un peu partout en France qui peuvent nous filer un coup de main et avoir les informations locales, enfin sur les départements et sur les agences souvent, même si on n'a pas des camarades un peu partout. Sinon, on s'applique directement sur la loi. La problématique de cette loi plein emploi, c'est que bon, une loi c'est fait de dizaines et de dizaines de décrets, et la loi plein emploi, il y a 62% des décrets qui sont sortis. Donc ça pose un petit problème, et il en manque plus de 100 et quelques, je crois. Enfin, c'est énorme, parce que c'est blindé de petits décrets de 2-3 phrases qui modifient la loi, donc c'est un peu long. Aujourd'hui, France Travail joue avec des œufs, et ils sont pas très sereins parce que dès qu'on va au combat sur certains dossiers, on gagne facilement parce qu'ils n'ont pas forcément la loi avec eux. Ça, c'est la facilité qu'on aurait. Par contre, la grosse difficulté que l'on a, c'est que comme la loi n'est pas sortie, il y a certains départements comme les Hauts-de-France ou d'autres qui se sont dit, ben nous, on va faire bien plus solide que d'autres, on va faire vivre la loi avant qu'elle vive. Et donc là, ça pose un léger souci. Donc, ça pose vraiment un léger souci parce que, par exemple, sur les RSA, les Hauts-de-France ont imposé des obligations supplémentaires par leur conseil régional. C'est assez sympa. Surtout qu'en plus, oui, alors tu parles notamment des Hauts-de-France, notamment du Nord. Alors moi, j'habite dans le Nord. Et c'est vrai que nous, on a été... alors, il y a eu l'application de la loi nationale. Juste avant, il y a eu des sortes de territoires tests. Nous, on a été un des premiers territoires dans le Nord. En particulier, il me semble, autour de Tourcoing. On a été un des premiers territoires à vraiment bénéficier, entre guillemets, de cette expérimentation. Et ce qu'on voit, c'est que oui, effectivement, il y a de plus en plus de témoignages, en tout cas que j'entends par chez moi, enfin, ouais, par autour de moi, de règles extrêmement strictes pour toucher le RSA. C'est-à-dire que j'ai un exemple, j'ai une amie très récemment qui était partie en Suisse travailler pour 2 semaines, qu'il a déclaré à Pôle emploi, etc. Mais, enfin à France Travail, pardon. Mais France Travail l'a pas reconnu comme tel. Et donc, quand elle est revenue en France après avoir travaillé 2 semaines, elle a dû rappeler, reprendre rendez-vous parce qu'on lui avait coupé son RSA. Et donc, ça crée des situations complètement ubuesques parce qu'au moindre petit écart ou ce qu'il considère être un écart, hop, c'est coupé. Et tu dois faire des pieds et des mains pour espérer avoir à nouveau ton RSA, quoi. C'est une galère. C'est exactement ça. Et donc, on a parlé un peu de France Travail, de toutes les conséquences que ça a eu du point de vue de l'emploi, de l'accompagnement, du RSA. On pourra peut-être revenir un peu plus dessus. Mais déjà, pour que ce soit clair pour tout le monde, est-ce qu'il y a donc France Travail, c'est France Travail depuis fin 2023. Avant, c'était Pôle emploi. Qu'est-ce qui a vraiment changé entre les deux? Et quelles conséquences, au-delà de ce que tu as dit par exemple sur le RSA, quelles autres conséquences ça a pu avoir sur les privés d'emploi, aussi bien les privés d'emploi que les gens qui, enfin les gens qui travaillent en général, quoi. Alors, la première chose, c'est du 1er janvier 2024 au
À la moitié de l'année 2024, ça n'a rien changé, c'était juste un changement de nom. Parce que la loi n'était pas encore passée. Enfin, les décrets n'étaient pas encore au journal officiel, c'était un peu plus compliqué. Là, aujourd'hui, ce que ça a changé, c'est une pression monstrueuse, déjà. Ça, je l'ai déjà dit, je pense, mais c'est le truc qui est le plus impressionnant qu'il y a. C'est une pression monstrueuse et encore plus sur les personnes dans les métiers en tension. Ce qui a changé aussi, c'est que on a mis des conseillers différents sur chaque métier en tension. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les métiers en tension. Vous tapez sur Internet métiers en tension dans votre département et vous verrez la liste de tous les métiers en tension. Ça, c'est assez intéressant. Et regardez si vous êtes dans un métier en tension et si vous tombez au chômage, vous allez voir, vous allez être un peu embêté. C'est des listes qui sont établies comment? C'est au Alors, niveau de c'est l'État établi par le gouvernement avec les préfets. D'accord, ok. Et donc ça Voilà. change régulièrement? Ça change tous les 2 ans, je crois. Tous les 2 ans, d'accord. Enfin, Ok. sauf s'ils ont des listes qui veulent refaire entre Ouais, ouais, temps. ouais, ouais. S'il y en a Ouais, qui ouais. viennent, s'il y a des patrons qui viennent se plaindre, par exemple, bah, ils changent de liste. Ok. Ok. Mais Et du bon. coup, à partir de cette liste de métiers en tension, ouais, tu expliquais un peu la Bah, à spécificité partir de de ça? cette liste-là, vous aurez un peu plus. Si vous faites partie de cette liste-là, dans votre département, vous aurez un peu plus de suivi de la part de France Travail. Parce qu'en fait, ils partent du principe que si vous êtes dans un métier en tension, vous devez retrouver un emploi dans un temps très très court. Et donc, ce qui a changé avec France Travail, c'est la classification des travailleurs. Le mot est le bon, c'est une classification qui est faite par employabilité. Cette employabilité, donc métier en tension, vous êtes dans la meilleure case, celle où tout le monde va vous harceler et celle où vous allez avoir des prestataires privés qui vont vous harceler en longueur de journée pour vous dire il faut que vous retrouviez du travail, que vous rentriez en formation, parce que pour eux, c'est très important. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont travaillé, qui devraient avoir des facilités à retrouver un emploi, donc une employabilité moindre que les métiers en tension, mais quand même employables. Ok. Après, vous avez la dernière catégorie qui sont les RSA et tous ceux qui pensent qu'ils vont être en galère pour retrouver un emploi. Donc au moins, ils sont honnêtes quand même, ils savent qu'il y en a qui vont être en galère pour trouver un emploi. Donc la plus grosse catégorie, hein, la dernière. Et cette catégorisation, elle est faite par une intelligence artificielle. Du coup, c'est assez sympa. C'est un robot qui décide votre taux d'employabilité. Donc, ces taux d'employabilité, selon ce taux d'employabilité, vous aurez un suivi particulier par une conseillère. Donc, si par exemple, vous êtes employable, mais pas forcément taureau, que vous dites, moi, je veux une reconversion, ben, on va vous proposer tout plein de métiers. C'est tous ceux qui sont en tension. Et pour vous dire, en fait, ce qu'ils vont vous dire, c'est en fait le taux d'employabilité après formation. Si vous voulez faire une formation, qu'elle soit financée par France Travail, qu'on vous mette ça dans votre projet professionnel, il faut que ça dépasse 70% d'employabilité derrière. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais si on propose une formation, si on veut se reformer, parce qu'en général, dans le ventre mou, ceux qui sont un peu en galère, mais pas trop, c'est des gens qui ont perdu leur emploi, mais qui sont chauds pour repartir sur autre chose parce qu'ils n'en peuvent plus du travail. Donc, c'est-à-dire que c'est pas tant une classification qui est faite à partir du parcours, du parcours, des connaissances, des diplômes, des besoins de chaque personne, mais c'est un truc très généralisant où au final la personne n'est plus prise en tant que voilà, personne qui a un parcours particulier, mais juste en tant que main-d'œuvre qu'on peut envoyer là en fonction des besoins, quand bien même c'est un boulot qui lui conviendrait absolument pas, quoi. Exactement, c'est l'adaptabilité de l'emploi, mais pas aux travailleurs. Ok. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, Ouais, ouais. en fait, aujourd'hui, vous arrivez chez France Travail, vous êtes boucher. Bon, je pense que boucher fait partie des métiers en tension dans certains départements, mais je prends ça au hasard. Vous êtes boucher, vous leur dites je veux faire une formation, ils vont vous dire ben, vous allez partir dans l'aide de soignant ou auxiliaire de vie à domicile, parce qu'auxiliaire de vie à domicile, c'est un métier en tension dans toute la France quasiment.
Donc voilà. Et enfin, de boucher avec ses auxiliaires de vie à domicile, je fais pas un dessin, mais il y a quand même une légère Ouais, il y différence. a un monde quand même. En fait, Il y a un monde. France Travail, c'est ça aujourd'hui. C'est ou alors ce qu'ils vont vous dire, ils vont vous dire, ben, votre métier c'est boucher, c'est boucher, c'est boucher, pas le métier de boucher, mais votre métier, il y a une rupture Oui, d'emploi oui. derrière. Vous pouvez pas continuer ce métier-là parce que vous êtes au chômage parce qu'il n'y a plus d'emploi dans cette branche-là. Donc on va vous proposer une formation. Et là ils vont vous dire, mais vous saviez faire quoi dans votre boîte? Et là vous allez dire, ben moi j'ai un bac plus 5. Il va dire, non, non, vous saviez faire quoi exactement? Par exemple, vous allez dire, j'étais boucher, je savais couper de la viande, je savais, je sais pas, me servir d'un couteau, d'un truc. Bon, je vais abuser un peu sur le métier, mais vous pouvez faire chirurgien, quoi. Parce que vous avez à peu près manié des outils. Enfin, en gros, on va vous expliquer ça et on va vous envoyer vers un métier en tension qui a à peu près les mêmes. Vous faites à peu près les mêmes gestes dans l'un et l'autre, ben, du coup, on vous envoie de l'un à l'autre. Et donc en Ça fait, va être exactement ça. ça change quand même beaucoup de choses dans le regard qu'on peut porter sur l'accès à l'emploi, hein. Sentier battant sur le chat qui parle des CV par compétences. Moi, je me souviens que c'est vrai que c'est ce qu'on m'a demandé de remplir aussi quand je m'étais inscrite à France Travail. Aujourd'hui, ce changement de regard sur ce que c'est que voilà, l'accès à l'emploi, quelles conséquences ça a sur les gens? Qu'est-ce que voilà, toi, la CGT, t'observes? Quel retour on te donne en termes des conséquences que ça peut avoir sur à quel point les gens tiennent vraiment longtemps dans ce boulot. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières, des burn-out et tout? Enfin, tu vois, les conséquences sur la vie des gens, j'imagine que c'est pas anodin, quoi, qu'on envoie des bouchers vers aides-soignants, pour prendre ton exemple, c'est pas anodin. Quelles conséquences ça a sur les gens, quoi? Euh, non, boucher, c'est pas boucher, mais c'est la blague que c'était une belle blague, mais non. La question qui est, c'est, enfin, nous, on n'a pas forcément de suivi sur ces gens-là. Parce qu'en vrai, ça ne marche pas parce que les travailleurs ne veulent pas aller faire ça. En fait, quand vous êtes boucher, vous finissez pas en étant aide-soignant. C'est pas possible, en fait. Quand France Travail vous propose ça, c'est pas possible d'y arriver. C'est pas possible de suivre le cursus qu'il vous propose. Enfin, c'est humainement pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez faire une formation, vous allez vous la payer vous-même, et c'est là qu'est le problème. C'est qu'en fait, par ces obligations-là, France Travail se dédouane de la formation des travailleurs pour partir, pour aller changer d'emploi. C'est qu'on va vous proposer un truc qui est infaisable. Enfin, Ouais. jamais on acceptera de changer de métier, de passer d'un monde à l'autre. Parce que bon, c'est quand même d'un monde à l'autre. Bon, après, il y a des métiers qui sont un peu plus proches, peut-être, mais c'est pas faisable, en fait. C'est qu'on veut changer de métier, mais on sait ce qu'on veut faire, en général. Enfin, on est assez grand pour choisir ce qu'on veut faire, et on sait ce qu'on veut faire, donc on veut prendre la formation qu'il nous faut. Donc voilà la chose que France Travail se dédouane, en fait. C'est qu'en fait, au final, bah, les travailleurs, ils font tout seuls, et ils font sans France Travail, et France Travail les embête parce qu'ils veulent pas changer les projets professionnels derrière. Et du coup, si France Travail délègue une partie aussi importante de ce qui était, en tout cas pour moi, son intérêt en tant qu'organisme public, c'est-à-dire la formation des travailleurs et des travailleuses tout au long de leur vie pour changer de métier notamment, euh, qu'est-ce qui reste véritablement comme tâche à France Travail à part le flicage, quoi? Bah, c'est un peu ça, hein. C'est que, en fait, déjà, sous Pôle emploi, on avait détruit une grande partie de la formation publique en la privatisant. On a des vautours de l'emploi enfin, nous, on appelle ça des vautours de l'emploi. La CGT, c'est tous ces charognards qui tournent autour de l'argent pour aller récupérer de l'argent des travailleurs de bouffer notre argent à petit pain. Alors qu'avant, c'était France Travail et des salariés qualifiés qui le faisaient. Maintenant, c'est des entreprises privées sans qualification pour beaucoup qui font ça. Et en fait, ces formations-là, on l'a détruite dans tout Pôle emploi. En fait, au fur et à mesure, toutes les formations ont été privatisées. Et en fait, la problématique qu'il y a aussi, c'est que France Travail n'a plus les moyens de payer des formations qui ont été privatisées.
plus de moyens enfin, est-ce que c'est lié à la départementalisation dont tu parlais, ou est-ce que c'est lié au fait qu'ils délèguent tout au privé et que du coup, Non, non, c'est pas du tout lié à la départementalisation, ça a toujours fonctionné comme ça, même sous Pôle emploi, hein. Mais non, non, c'est lié au fait que oui, du coup, on a privatisé, ça coûte un peu plus cher, et que si vous tombez à la période où les budgets sont bons, bah, vous aurez votre formation, et si vous tombez, par exemple, là, vous tombez en début d'année, ils ont voté les budgets, euh, et en fait, vous arrivez en 3 semaines après, bah, ils ont plus de budget parce qu'ils les ont votés, ils les ont tout donné. Donc en fait, c'est vraiment la roulette russe. Et ils ont un budget formation qui est précis. Et tout ça, c'est en fait l'abaissement des budgets qui sont faits pour tout France Travail nationalement. Et comme en plus, avant, il y avait les régions et les départements qui prenaient en charge une partie des formations, et qu'aujourd'hui, on leur a tellement baissé les budgets aussi, bah, qu'ils prennent plus rien en charge non plus. et donc au final, tout ça bénéficie en quelque sorte au privé. Tu parlais des prestataires privés tout à l'heure. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce fonctionnement-là? Qui sont ces prestataires et qu'est-ce qu'ils ont à gagner à être prestataires de France Travail aujourd'hui, quoi? Bah écoute, moi, la première chose que je vais te dire, c'est que tous ces prestataires, on les connaît tous. Moi, je vais vous donner les entreprises mères, enfin la tête d'entreprise, et je suis sûr que vous les connaissez tous. C'est Tous ceux-là sont des leaders de l'intérim. Donc le lien est easy, hein. Aujourd'hui, vous avez Proman, Manpower, Actual et toutes ces agences d'intérim que l'on connaît tous très bien, qui sont aujourd'hui les leaders de la privatisation chez France Travail. Proman a obtenu un contrat national sur la... J'ai oublié, la... Excusez-moi, j'ai un trou. Pas de souci, Je prends vais ton retrouver temps. ça en 2 secondes. Prends ton temps, Parce que c'est prends des ton temps. termes très particuliers. Ouais, ouais, y a pas de problème, y a pas de problème, prends ton temps. Non, c'est pas ça. Sur la prospection d'offres. Ça y est, ça m'est revenu Voilà, tout ouais, seul. ok, ok, Et rien que ce contrat-là, c'est des milliers d'euros qui sont posés dans la prospection d'offres. Et ils ont un contrat national avec France Travail, quoi. Et ils font toute la France hors Réunion. Parce qu'ils n'ont pas le contrat à la Réunion. ok. Donc, ces gens-là se gavent. En plus de mettre les travailleurs en marche forcée dans l'intérim, ils se gavent sur l'argent des travailleurs et sur nos cotisations sociales en ruinant le service public de l'emploi qui est celui de France Travail. Et donc, oui, c'est vraiment en fait, c'est un système qui est là. Enfin, comment France Travail arrive à légitimer l'existence de ce système, quoi? Parce qu'au final, comme tu Ben, l'expliques, on a l'impression qu'ils sont juste là pour retirer l'argent de France Travail. Et après, c'est des boîtes d'intérim, quoi. C'est même pas de l'emploi pérenne. Donc, en fait, ça n'a presque rien à voir avec France Travail. Comment non, il ouais, justifie c'est ça? exactement ça. Enfin, la problématique aujourd'hui de France Travail, c'est que beaucoup de travailleurs ne leur trouvent plus de justification pourquoi ils existent, en fait. Enfin, ils servent à payer la RE et à nous recevoir pour nous contrôler. Mais c'est le vrai but de France Travail, hein. Moi, je l'ai dit dès le début, le vrai but de France Travail, c'est nous contrôler et nous faire tomber les chiffres du chômage. Enfin, ils ne servent qu'à ça aujourd'hui. Et on peut en parler même avec les conseillers. Nous, on parle avec les conseillers. Et très honnêtement, je voulais le dire quand même, moi, quand je parle de France Travail, je parle de l'entité France Travail et pas des salariés qui sont dedans, parce qu'ils subissent tout autant la pression que les travailleurs privés d'emploi qui sont de l'autre côté du guichet, voire peut-être même plus sur certaines choses. Mais en fait, France Travail dans son ensemble est là que pour casser des chiffres du chômage. On va parler peut-être tout à l'heure un peu plus de la relation que vous avez avec les salariés de France Travail. Juste avant, je voulais revenir un petit peu parce que euh,
tout à l'heure, quand tu parlais du flicage par IA, je voulais t'en parler un petit peu. Et juste avant, je me permets de remonter une question qui a été posée sur le chat. Quelqu'un qui demande, voilà, qui parle de problèmes. C'est Satra Agora sur le chat qui parle de ces problèmes qu'il a au travail et qui demande où est-ce qu'il peut vous contacter à Marseille. Est-ce que vous existez à Marseille? Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter par ce Bah, biais-là? nous, on a un numéro national que je pourrais te donner à la fin. Vas-y, ouais, carrément. Alors attends, c'est le 01 55 Ah, attends, il faut noter. 82. 01 55 82. Alors attends, il faut la suite, j'arrive. Pas de souci, pas de souci. Les amis, c'est un défi. Devinez la suite. C'est comme au loto en fait. 82 05 82 19. 05 55 01 55 82 combien? 82 19 encore. Un autre Un 82 autre et 19. 82 19. Ok. Et en gros, on appelle ce numéro et qu'est-ce qu'on on explique Vous m'avez au son problème. téléphone. On Et t'a vous au téléphone m'expliquez toi? quelle est votre problématique et moi je vous renvoie vers les comités locaux là où on en a. Et si on n'a pas de Ok, comités ok. locaux, moi j'essaie de vous régler votre problème. Pas de souci. Bah écoute, Après, trop on ne bien. peut pas régler tous les problèmes. Oui, oui, en Malheureusement, tout des fois, cas. on est en incapacité de régler les problèmes. Ok. Voilà. En tout cas, c'est noté. Voilà, je pense qu'il t'appellera. Vous avez le numéro sur le chat. Je vais vous épingler le message comme ça. Vous l'avez quelques secondes. Donc ça c'est fait. Voilà, je voulais qu'on revienne un petit peu sur la question sur l'IA dont tu parlais tout à l'heure. Tu disais que l'IA servait en quelque sorte à ranger les chômeurs, chômeuses par case. Est-ce que tu peux revenir un peu plus précisément sur l'usage qui est fait de l'intelligence artificielle au sein de France Travail? Alors, l'IA commence à gérer énormément de choses à France Travail. Euh, Déjà, elle gère les annonces. Aujourd'hui, toutes les annonces passent par l'IA pour être validées pour arriver sur le site de France Travail. Donc, ça explique pourquoi il y en a 67% qui sont illégales. Déjà, pour une en partie. La deuxième chose, c'est que l'IA fait le tri donc, de ces travailleurs sur leur employabilité. Et aujourd'hui, il va faire entrer l'IA dans tout France Travail. Et notamment dans le contrôle. Et ça aurait quelles conséquences, l'IA dans le contrôle? Ça aurait la conséquence qu'un robot travaille tous les jours et toute la nuit, comparé à un être humain déjà. Ouais. Donc ça voudrait que les flicages s'accentueraient. Et la deuxième chose, c'est que si les décrets qui a été annoncé par le gouvernement Macron de laisser la possibilité à tout le monde d'avoir accès à nos réseaux sociaux, à nos banques, à ci et à là, ça voudrait dire que l'IA serait le fouineur de France Travail pour aller chercher toutes ces informations-là. Et donc voilà, oui, la conséquence, ce serait juste plus de flicage. Est-ce que vous, à la CGT, chômeurs précaires, vous avez un peu plus d'informations sur comment fonctionne cette intelligence artificielle ou vous en avez qu'une vague idée Alors, on a quelques infos, mais vraiment, c'est vraiment vague. On travaille, les camarades de France Travail là-dessus, mais franchement, eux-mêmes, c'est vague. Et même France Travail au niveau national, c'est très vague. Ok. Donc, je voudrais pas dire de bêtises, mais du coup, on n'a pas vraiment d'informations concrètes sur ce qui va se passer. Ok. Ouais, donc encore une fois, il y a un flou qui est créé aussi, j'imagine, un peu volontairement pour créer davantage de stress. Tu parlais un peu tout à l'heure des salariés de France Travail. Justement, moi, ça m'intéresse de savoir un peu comment vous, la CGT Chômeurs Précaires, vous travaillez avec, vous travaillez, oui, vous luttez avec les salariés de France Travail. C'est quoi les liens? C'est quoi les dissensions parfois qui peuvent apparaître? Parce que j'imagine que des fois, il y a des intérêts qui ne sont pas toujours communs dans vos manières, en tout cas dans vos manières de faire. Ouais, comment vous arrivez à avancer ensemble malgré tout? Alors, nous, on a un travail qui est très commun avec la CGT France Travail, où on arrive à travailler vachement ensemble sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on est en train de relancer cette dynamique-là des deux côtés du guichet.
qui est de plus en plus importante au vu des attaques qui sont menées des deux côtés du guichet. Euh, Cette façon de travailler nous apporte beaucoup. Déjà en termes d'information, parce que eux, ils ont les CSE auxquels nous, on n'accède pas. Et la deuxième chose, c'est... Pardon, t'as donné un sigle, j'ai pas compris ce que c'était. J'ai pas entendu, pardon. Tu as dit les quoi? Ah oui, les Pardon. CSE, pardon, les conseils... non, c'est pas Socio-économique? ça. C'est les conseils d'entreprise, ce qui était avant les CE. Ok, Les d'accord. comités d'entreprise, comité social d'entreprise, pardon. Ça marche, merci. Pardon, c'était juste pour Social et préciser. économique, même, je crois que c'est maintenant. En fait, oui, je suis désolé, je ne suis plus en entreprise depuis un moment. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je demande juste de préciser, mais il n'y a pas de problème. Yes, yes. Et en fait, donc nous, on travaille avec eux assez facilement. Grâce à ce travail, on arrive à avoir des informations supplémentaires. Et la chose supplémentaire, c'est qu'on a des petits soucis peut-être sur les façons d'agir. Parce que nous, une de nos grandes actions favorites, c'est d'envahir des France Travail. Et ça pose des petits soucis parce que en général, on prévient pas forcément avant d'arriver parce qu'on veut rentrer. Et ça peut mettre en porte-à-faux des salariés de France Travail, ce qu'on peut comprendre. Mais c'est un de nos modes d'action les plus indicatifs et celui qui marche le mieux quand on a quelque chose à aller chercher et aller revendiquer auprès des patrons, des dirigeants d'agences de France Travail, voire même au niveau de la direction générale de France Travail qu'on a envahi un paquet de fois aussi. Donc on a quelques points de divergence, mais qu'on arrive à mettre de côté pour travailler ensemble. Et même, maintenant, on essaie de prévenir les camarades qui sont sur place pour pas avoir des soucis, pour pas qu'ils se retrouvent en porte-à-faux. Mais bon, on est toujours sur nos modes d'action assez forts. Ok, et justement, ces modes d'action, c'est à la fois l'envahissement d'Agence France Travail. Alors j'imagine que c'est pas l'action quotidienne, mais en tout cas c'est votre action préférée. Il y a l'information avec le numéro qu'on a communiqué tout à l'heure. Il y a c'est quoi les modes d'action de la CGT? Alors nous, on a plein de modes d'action différents. La première, c'est par exemple les vautours de l'emploi et les offres illégales. C'est pour nous des modes d'action de dénonciation. C'est un mode d'action un peu plus calme, mais qui permet de dénoncer et d'apporter des informations aux travailleurs et aux travailleuses. La deuxième chose qu'on a, c'est donc l'accueil aux travailleurs et l'aide pour aller avancer. On a les envahissements, mais on a aussi les tractages, on a aussi un peu tout ce qui existe dans les mouvements sociaux pour pouvoir avancer, informer et revendiquer. Après, on a des bureaux d'exigence d'embauche, par exemple, que l'on fait avec des syndicats de la CGT en entreprise. Et ces bureaux d'exigence d'embauche, on va avec des syndicats d'entreprise, on fait des réunions en amont, on récupère les équivalents de temps plein manquants. Et à partir de ces équivalents de temps plein, on cherche sur quel poste il manque. Par exemple, nous, on l'a fait dans l'hôpital chez moi. On avait un nombre d'équivalents de temps plein sur tel et tel poste. Et après, on a été récolter des CV. Et après ces CV, on les a ramenés à la direction et on a été se battre pour qu'il y ait des embauches. Et donc ça, on fait ça un peu partout en France. On arrive à faire ça avec des syndicats de la CGT. Et c'est très intéressant parce que ça permet de montrer que les chômeurs sont pas les feignants, comme dit l'adage. Et de deux, c'est qu'on permet aux camarades de dire, parce que souvent les patrons d'entreprise nous expliquent, bah, nous on veut embaucher, mais par contre les chômeurs veulent pas travailler. Et leur dire, bah, nous on vous dit, bah, s'ils veulent travailler parce qu'on vous a ramené 200 CV et vous avez embauché 1, 2 ou 3 personnes seulement, bah, en fait c'est que vous voulez vraiment pas embaucher. Voilà, c'est ce qu'on apporte comme réponse par ce mode d'action. Et après, on a chaque comité a des modes d'action différents qui peuvent varier, mais ça, c'est vraiment les modes d'action qu'on utilise le plus. Pardon, je suis désolé, j'ai eu un bug de micro, je sais pas d'où ça vient. Il y a souvent des bugs comme ça. Ok, bon, on me réentend, tout va bien. Donc attendez, du coup, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Oui, sur est-ce que ces actions, elles ont de l'efficacité? Ouais, elles allègent du direct, les amis, excusez-moi. Donc ouais, sur l'efficacité de ces actions, est-ce qu'il y a des résultats court, long terme, un peu
que tu peux, ouais, dont la CGT peut être fière, quoi. Oui, bien sûr. Bah, déjà, on a réussi à faire sauter beaucoup d'indus et beaucoup de radiations. Ça, c'est quand même une fierté parce que bon, quand on voit ce que devient France Travail, on est fier quand on fait sauter des indus et des radiations. Euh, la deuxième chose, c'est sur les bureaux d'exigence d'embauche, oui, on a eu des embauches. On a permis à des entreprises d'aller chercher des embauches et à des salariés de vendre à des salariés syndiqués, parce que c'est les syndiqués qui vont dans les instances en général, mais d'aller vendre ces CV et d'aller leur dire, franchement, les camarades, les gars, les camarades, il faut qu'on embauche déjà dans le syndicat et d'aller voir le patron en leur disant, enfin, c'est plus possible autrement, vous embauchez un point, c'est tout, et de taper ce point sur la table. Et on a eu plein d'endroits où il y a eu des embauches. Ça, c'est quand même des gains. On a gagné le retrait de la loi Attal, quand même, qui est pas une mince victoire. Parce qu'on est parmi ceux qui se sont le plus mobilisés contre cette loi Attal. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il faut de nouvelles méthodes, mais il faut que nos syndiqués, nos comités se renouvellent pour réussir à avoir de nouvelles méthodes si besoin, ou en trouver, ou améliorer celles qu'on a. Et on parlera peut-être un peu plus après de l'organisation concrète de la CGT chômeurs précaires. Moi, je voudrais juste revenir rapidement sur un autre sujet. On a beaucoup parlé de France Travail, on a très peu parlé de la MDPH. Est-ce que la Ouais. CGT chômeurs précaires agit aussi auprès des allocataires, des usagers, je ne sais pas comment on dit pour la MDPH, en tout cas de celles et ceux qui voilà, en fait, ont un dossier à la MDPH et ont aussi des galères, parce qu'il y a beaucoup de galères à la MDPH. Comment la CGT chômeurs précaires agit aux côtés de ces gens-là? Bah, nous, déjà, on a énormément de camarades qui sont en situation de handicap et qui subissent les désagréments supplémentaires qui sont liés à cette situation de handicap face à l'emploi et face à l'embauche, si besoin, si c'est faisable, si c'est en capacité d'être embauché et si le patronat met en face la possibilité d'embaucher ces travailleurs-là, parce qu'il faut quand même qu'il y ait la possibilité et que le patronat se mette en tête qu'il faut améliorer les embauches sur le handicap. On a une commission handicap chez nous qui essaye de former de plus en plus de travailleurs privés d'emploi de notre comité à comment aider les travailleurs à aller à mener des dossiers, comment améliorer les dossiers, comment aider le plus possible sur la MDPH, sur toutes les nouvelles règles qui vont rentrer en fonction, parce qu'il va y avoir une nouvelle réforme de la MDPH dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. On a après on n'est pas dans les MDPH à venir aider spontanément, mais on a des camarades qui sont en capacité d'aider tous les travailleurs en situation de handicap qui en ont le besoin, et que ce soit pour les MDPH ou sur l'assurance chômage, ou s'ils sont embêtés parce que, par exemple, la MDPH leur a pas mis le bon le bon pourcentage de handicap qui est lié au leur, et franchement c'est pas la capacité qu'il leur faut, et ils sont mis capables d'aller travailler, donc du coup ils ont la pression de France Travail, parce que c'est ce qui va se passer, hein. Tous les travailleurs en situation de handicap qui auront capacité de travailler sur leur fiche MDPH, ils auront l'obligation d'être inscrits à France Travail et de rechercher un emploi. Donc c'est aussi ça, France Travail. C'est l'inscription d'une bonne partie des travailleurs privés d'emploi, des travailleurs en situation de handicap. Donc voilà, on a des camarades qui sont en capacité pour aider là-dessus. Et justement, sur cette réforme, alors tu n'as pas beaucoup d'informations, mais peut-être très rapidement, si tu peux revenir sur les grandes lignes de ce que tu sais à propos de cette réforme de la MDPH. Alors, ça va être des toutes petites lignes, hein. Ce sera déjà ça, au moins Malheureusement. qu'on ait quelques infos là-dessus. Alors, attends, parce que j'ai un camarade qui m'a envoyé un mail explicatif, donc c'est super bien. Parfait. Je vais pouvoir vous envoyer, Merci aux vous donner. camarades. Hop, Pas de tac, tac, problème. tac. Faut juste que je le retrouve. Pas de souci, C'est pas de plus souci. difficile. En attendant, je lis un petit message
Ouais. de Sentier Battant qui donne quelques informations, qui dit en 2025, on compte environ 3 millions de personnes reconnues comme en situation de handicap en France. Parmi elles, 1,2 à 1,35 millions sont en emploi, soit environ 39 à 40% des personnes handicapées en âge de travailler. Mhm. Alors c'est à la fois peut-être pas mal et en même temps pas beaucoup au regard de ce qui se passe actuellement. Mais ouais, merci de cette précision, Sentier Battant. Est-ce que tu as retrouvé le mail en question? Absolument pas. Sinon, c'est pas grave, hein, sinon c'est pas grave, Je sais que je l'ai pas loin, mais on pourra y revenir plus tard, ouais, hein, je l'ai, sinon. ça y est, je l'ai. Parfait, Euh, parfait. Si tu peux nous alors, en la dire un petit peu. création de. Alors, je vous lis ce qu'il m'a mis, hein, parce que Vas-y, c'est vas-y. vraiment très. Alors déjà, je ne suis pas trop spécialisé dedans. On a des camarades qui sont spécialisés. J'aime bien les laisser faire, c'est beaucoup mieux. Donc, la Carrément. création de 3 nouveaux dossiers MDPH, les premiers demandes, les renouvellements et probablement les moins de 20 ans. Alors, une information collective pour discuter des premières demandes au bon vouloir des départements, s'ils veulent éviter de mettre des rendez-vous individuels, tout ça dans un but économique. C'est cracher sur le secret médical et la dignité des demandeurs. Donc, si j'ai bien compris, les dossiers vont être dispatchés en trois. Les premiers, c'est les demandes. Après, ça sera les renouvellements et les personnes qui ont moins de 20 ans. Sur la première, c'est une information collective pour discuter des droits, c'est pas très très ouf. Mais dans tout ça, ce sont des sinistres plans à but économique. Je rencontre de plus en plus de personnes qui sont éligibles à des taux entre 50 et 79%, qui se retrouvent avec des droits à vie sur des supérieurs à 80% et un taux inférieur à 50% pour éviter d'attribuer une AH. Donc déjà aujourd'hui, il y a des gros dysfonctionnements dans la MDPH. Les nouveaux dossiers ne sont toujours pas disponibles alors que leur mise à disposition doit être en 4 mois, mais ça c'est pas fait. Et voilà, en gros, ça sera juste un découpage nouveau et un démantèlement des niveaux et surtout, ça sera une gestion par les départements et non plus que par les MDPH. Oui, donc en gros, c'est rendre plus compliqué une demande, enfin en tout cas une inscription ou un renouvellement de dossier MDPH qui était Exactement. déjà quand même bien compliqué. Moi, j'ai mis 2 ans à remplir le mien, j'en sais quelque chose, c'est quand même très très long, c'est quand même très compliqué parce que c'est des gros dossiers. Ok, mais merci de ces informations. En tout cas, je voudrais qu'on revienne un peu, enfin qu'on aille un peu dans le dur de l'organisation. Il me semble que, en tout cas moi de ce que j'ai suivi un petit peu de la création des comités de chômage, de privés d'emploi au sein de la CGT, que la CGT privée d'emploi, c'est pas exactement un syndicat à part entière, en tout cas c'est un ensemble de comités. Est-ce que tu peux expliquer un peu la spécificité C'est ça. de ce fonctionnement-là? Comment ça fonctionne au sein de la CGT et comment vous, la CGT Chômeurs Précaires, vous communiquez avec d'autres organisations de chômeurs qui sont moins ancrées syndicalement, qui sont plus des associations à part entière, mais comment vous travaillez avec elles aussi? D'accord. Alors déjà, premièrement, sur le comité. Donc comme je disais, nous, on dépend directement de la Confédération. On n'est ni une fédération, ni une organisation départementale ou régionale. On est une organisation confédérale. On est découpé en plusieurs comités qui sont des comités locaux, qui appartiennent à des unions locales CGT. Je ne vais pas vous faire tout le dispatching CGT, sinon vous allez voir, ça risque d'être un peu long sur le fonctionnement de la CGT. Mais en gros, on fonctionne, on a des fédérations nationales par métier, enfin par profession, ou par différentes professions. Des fois, il y en a plusieurs dans la même fédération. Après, on a des unions départementales et le but, c'est de réussir à bosser entre les deux. Et normalement, si nous, on prend notre fonctionnement, on a le même fonctionnement qu'une fédération, mais on n'est pas une fédération, on est un comité national et on est dans les bâtiments de la Confédération. Actuellement, d'ailleurs, je parle dans les bâtiments de la Confédération et on dépend d'eux. Donc, on a des comités locaux qui dépendent des unions locales, qui, eux, dépendent des unions départementales. Et comme à la CGT, on ne fait pas en montant, c'est bien le contraire, c'est qu'on parle du syndicat, qu'on monte le comité local est à l'union locale, puis l'union départementale, puis la fédération, puis la confédération. En gros, pour le faire vite. Je ne sais pas si Ok. c'est précis ou pas, parce que Bah moi, j'ai pour moi hyper c'est clair l'habitude. parce que je connais un peu le fonctionnement de la CGT justement, c'est pour ça que je posais cette question pour que ce soit clair Voilà. pour tout le monde. Mais c'est intéressant parce que
la question est peut-être un peu technique, mais ça montre aussi comment des privés d'emploi arrivent à s'organiser au sein d'une C'est ça. confédération de travailleurs. Et ça insiste un peu sur ce qu'on parlait en début d'entretien, sur à quel point les chômeurs, les chômeuses sont des travailleurs, des travailleuses à part entière, même si le statut peut paraître un peu différent. Voilà, ça reste Exactement. les mêmes conditions de vie, quoi. Bah, c'est surtout Euh, qu'en fait, on ne peut pas être une fédération à part entière parce qu'on n'est pas une profession, que nos travailleurs chômeurs sont dans différentes professions avant d'être au chômage et quand ils repartiront du chômage, ils auront une autre profession. Donc, on ne peut pas être une fédération à part entière et nos comités locaux vivent comme ça. Et après, nous, on travaille avec énormément de fédérations de la CGT, notamment celle des organismes sociaux qui est la plus proche de nous en termes des deux côtés du guichet, comme je disais tout à l'heure, hein, parce que bon, ils sont la CAF, la Sécu, la CARSAT, enfin la CPM, pardon, enfin tout ce qui touche à la sécurité sociale de 45 est rentré dans l'organisation qui s'appelle la Fédération des organismes sociaux. Ouais, donc je te demandais un petit peu enfin, comment à la CGT vous arrivez à organiser les chômeurs et les précaires, malgré le fait que leur situation est ben, justement extrêmement précaire et qu'ils sont assez éclatés sur le territoire. Comment vous en Bah, prenez? c'est extrêmement complexe, hein, tu l'as dit, hein. Mais c'est un travail de tous les jours déjà de nos comités locaux, premièrement. De deux, le but, c'est d'aller au contact de ces travailleurs. Nous, on a beaucoup de lieux où on sait qu'on peut aller au contact de ces travailleurs, notamment tous ces organismes sociaux. On va notamment au contact des travailleurs sur les forums de l'emploi qui sont organisés un peu partout en France. Et on va aussi dans les quartiers les plus précaires quand pour aller au contact des travailleurs et les aider s'ils ont des besoins de dossiers ou quoi qu'est-ce. Puis par les camarades qui sont un peu plus longtemps au chômage, on va dire Mhm. ça comme ça, ou par ceux qui sont en incapacité de travailler ou qui prennent la décision de ne plus travailler, mais c'est très rare. Bon, c'est compliqué de vivre avec le SMI, avec le RSA. Donc bon, c'est complexe. On a des camarades un peu partout qui sont très féroces et qui tiennent la lignée pour faire vivre ces comités. On a des camarades qui font vivre le comité national, mais il y a une complexité particulière au vu de la précarité des travailleurs à qui on, on parle. Ok, ouais, ouais, bah, j'imagine, ouais. Enfin, j'imagine qu'évidemment, c'est une situation qui est quand même super précaire. Mais vous arrivez quand même en tout cas, à monter des comités. Et de ce que tu me dis, d'arriver à monter des actions qui fonctionnent quand même. Donc ça montre que Moi, ouais. malgré tout, c'est un travail acharné. Bah, c'est un travail finalement. Vous êtes privé d'emploi, mais il y a le travail militant quand même qui va avec, qui n'est pas Ouais. rémunéré. Mais en tout cas, ouais, qui permet de faire avancer les choses. En tout cas, c'est cool. Alors, il y a Satrap qui demande, qui dit quand on est streamer, artiste, auteur, chômeur, on peut venir. J'imagine que oui, ça reste des situations précaires. Donc, Bon, ouais, tu peux venir soit chez nous, soit à la Fédération du spectacle et l'audiovisuel. bah oui, si t'es artiste. Alors après, Satrap, je crois qu'il est artiste, mais pas artiste visuel. Bah, Euh, la fédération du spectacle, c'est tous ceux qui sont artistes, ils ont le SFA dedans, Ok, ouais, ouais. syndicat français des artistes, je pense, un truc Oui, comme c'est ça. ça, syndicat français des artistes. C'est ça, Ouais. SFA CGT. Donc voilà pour avoir un petit peu. Ah, Sadrap qui dit qu'il est artiste visuel, bah, je pense que tu peux tout à fait rejoindre à la fois la CGT au chômeur, à la fois la Fédé du spectacle à la CGT si tu le souhaites. Euh, pour finir un petit peu, on va parler. Alors pour finir, ça peut être un gros sujet, mais bon, ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait là sur l'organisation. La CGT Chômeurs Précaires a été une des premières, alors c'est pas vraiment fédération, mais en tout cas un des premiers syndicats CGT à appeler à la mobilisation le 10 septembre. Qu'est-ce que la CGT Chômeurs Précaires compte faire pour le 10 septembre? Est-ce que vous allez vous mobiliser et comment? Bah déjà, je vais commenter à pourquoi on appelle le 10 septembre. Ouais. Parce que alors nous, on n'appelle pas exactement au 10 septembre. On a dit le 10 septembre, c'est pas assez. On appelle du 8 au 12 septembre nos comités à Ok. se mobiliser partout en France. C'est comme ça, c'est bien. On a des camarades qui font des trucs toute la semaine. C'est plutôt sympa. Pourquoi Yes. on appelle à se mobiliser? C'est la première chose, c'est qu'on appelle parce que les attaques qui sont faites envers les travailleurs par le plan Bayrou, le plan d'austérité Bayrou, qui s'appellera plus plan d'austérité Bayrou le 8 septembre, j'espère,
Mais le Il y a plan des du risques. gouvernement Macron, hein, qui est dans son intégralité et dans la suite logique de ce qui a été fait, dans ce plan-là, il y a une attaque manifeste contre les travailleurs privés d'emploi. Même une, je suis très sympathique. Il y a une vaste plan d'attaque sur les travailleurs privés d'emploi. Et ces attaques, elles sont massives et toujours dans une continuité toujours plus logique de ce gouvernement. Même si leur logique n'est pas validée fortement par l'UNEDIC, qui a dit, par exemple, que les décrets passés entre 2019 et 2021, l'UNEDIC, c'est l'entreprise qui, enfin, c'est l'association qui finance France Travail, qui apporte les finances à France Travail, a dit que toutes les réformes qui sont passées entre 2019 et 2021 ne sont pas des réformes de bonne réforme, qu'elles n'ont pas apporté, franchement, un retour à l'emploi concret. Mais le gouvernement Macron continue dans sa grande noblesse d'attaque. Donc on va avoir une nouvelle augmentation du temps de travail obligatoire avant d'ouvrir des droits au chômage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur 8 mois de travail obligatoire sur les 24 derniers mois. Et là, on passerait, si mes souvenirs sont bons, à 40% de temps travaillé. Et donc, on serait sur 8 mois sur les 20 derniers mois. Donc, ça veut dire qu'il faudra avoir travaillé 40% sur les dernières sur la dernière année, sur les 2 dernières années. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est quand même beaucoup. On va se rapprocher de l'Allemagne, parce que nous, on a eu droit à la magnifique lettre de cadrage qu'on a reçue de la part du gouvernement. Et dans cette lettre de cadrage, quand même, il y avait pas mal de trucs intéressants, notamment la réduction de l'indemnisation et avec un tableau pour se baser sur les autres pays. Donc la deuxième chose, c'est la durée la durée d'indemnisation moins long. Ils veulent réduire la durée d'indemnisation. Comment ils vont faire? Par le plan numéro 1, le durcissement des conditions d'accès, il va réduire fortement le temps d'indemnisation possible. La troisième chose, c'est la cible sur les ruptures conventionnelles, individuelles, comme ça s'appelle en vrai. Mais ça, c'est on va supprimer le droit à l'assurance chômage à la suite d'une rupture conventionnelle. Je tiens à préciser qu'on n'est pas forcément pour les ruptures conventionnelles quand même, mais on est contre les pertes d'acquis. Suppression des droits spécifiques pour les seniors. Donc, il y avait des droits spécifiques qui a été fait, et ce droit de réflexion sur les règles propres aux salariés de plus de 55 ans, c'est de supprimer tous les accords qui ont été passés jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, ils avaient une durée d'indemnisation qui était plus longue, qui pouvait aller jusqu'à 27 mois, qui pouvait, c'était pas obligatoire pour tout le monde, une moindre dégressivité, donc la dégressivité sur les mois de chômage était moindre, et des mesures de soutien spécifiques pour le reclassement et le maintien dans l'emploi. Et tout ça, ils veulent le supprimer. La dernière chose, je pense que c'est la dernière, ils nous annoncent une année blanche sur les allocations de l'assurance chômage. Pourquoi ils nous annoncent ça? Parce que nous, on est des grandes personnes hyper solidaires avec toutes les autres personnes qui ont une année blanche. Et du coup, on va faire pareil. Du coup, c'est trop bien. Voilà pourquoi on sort le 10 septembre. Enfin, qu'on sort du 8 au 12 septembre. Ouais, bon, ça fait déjà quand même pas mal de raisons. Donc, ouais, vous appelez Plus toutes celles qui touchent tous les autres travailleurs. Ouais. Oui, évidemment. Évidemment, de toute manière,
c'est des mesures qui vont toucher l'ensemble des travailleurs et des C'est ça. travailleuses, mais très spécifiquement sur les précaires privés d'emploi. Mais justement, sur la très forte probabilité de la chute du gouvernement Bayrou le 8, ce qui sera d'ailleurs peut-être le début de votre semaine de mobilisation, est-ce que malgré Exactement. tout, tu penses que euh, donc ça veut dire que entre la chute du gouvernement et un nouveau gouvernement, il y aurait un laps de temps, etc. Enfin, on reviendrait un peu aux mêmes galères que l'année dernière. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein à la mobilisation? C'est un peu la question qui se pose voilà, dans les assemblées populaires. Est-ce que ça peut être un frein à la mobilisation qui est cette démission-là? Ou est-ce que tu penses que ça va être au contraire un moyen pour encore plus revendiquer de nouveaux acquis, encore plus mettre la pression sur le gouvernement Alors, j'ai eu la même question sur BFM TV. Ok. euh, et la réponse que j'ai donnée, elle était très simple. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense que les travailleurs sont dans une colère tellement forte qu'ils s'en foutent de qui est le Premier ministre et de qui parle pour donner les plans d'austérité. C'est qu'aujourd'hui, ils n'en peuvent plus de la politique qui a été menée sur les 2 derniers quinquennats. Et ça veut dire que les travailleurs et les travailleuses, bien sûr, sont prêts à sortir. Et moi, pour nous, qu'importe que Bayrou s'en aille ou que Bayrou reste, il l'a dit lui-même, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'un gouvernement et d'une ligne politique qui est basée. Et donc, nous appellerons déjà au 18 septembre, dans la suite du 10 septembre, avec l'intersyndicale CGT et tous les autres. Mais en fait, cette lutte, il faut qu'elle s'intensifie et le 10 septembre doit être un, un rempart vers une lutte aussi forte que la réforme des retraites. Mais par contre, il faut que les travailleurs se mettent en grève. C'est ce qui nous a manqué en partie, en grande partie, dans la lutte contre la réforme des retraites. C'est qu'on a besoin que les travailleurs bloquent l'économie. Et la meilleure façon de bloquer l'économie, c'est de bloquer les entreprises, c'est d'être en grève et de ne plus produire. Bah écoute, très bonne réponse à ma question BFM TV, voilà. Mais j'espère que tu as eu en tout cas plus, enfin le temps de plus t'exprimer que sur BFM TV. Oui, j'ai eu 5 Euh, minutes sur BFM. ah ouais, 5 minutes, bah c'est du BFM, hein, c'est très très peu. Exactement. Bah C'est écoute, moi très fort. je pense avoir un peu posé toutes les questions que je voulais te poser. Je te remercie vraiment pour ça. Si jamais il y a des gens Avec sur le grand chat plaisir. qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Si jamais il y a quelque chose que j'aurais pas, en tout cas une question que je t'aurais pas posée, un truc que tu aurais envie de dire sur voilà, un appel à la mobilisation que tu veux partager ou une information importante voilà, que tu n'aurais pas transmis, n'hésite pas. C'est le moment pour ça aussi. Bah, juste, moi, j'aimerais rajouter sur le 10 septembre, parce que depuis qu'il y a eu un appel clair du CCN, de la CGT sur le 10 septembre, c'est de vraiment dire que le but, c'est pas que nous récupérions le mouvement des travailleurs qui a été posé à la base, et que ça, c'est pas notre but. C'est qu'aujourd'hui, on soit à leur côté pour les organiser et pour les mener vers la victoire avec nous. Et Ok. je pense que c'est assez important. T'as raison, bah ouais, parce que c'est une question qui se pose complètement, qu'on entend dans les assemblées populaires en général, et tu as bien raison de le rappeler, c'est cette ambiguïté peut-être de la position syndicale sur le 10 septembre, mais qui est importante à rappeler de toute manière. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça se mobilise, ça c'est sûr. Ben, Alexis, je te remercie d'avoir pris ce temps, et désolé pour Avec les grand quelques plaisir. petits bugs techniques, mais c'était vraiment super intéressant. Je te souhaite une bonne soirée et puis bon, on se recroisera peut-être bientôt. Bonne soirée. Bon courage pour la suite et Mais, puis voilà. À bientôt. merci beaucoup. Bon courage à tout le monde, surtout. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée.